Et de la précarité, je commencerai mon propos en rappelant que début juin, la Commission européenne a manifesté une grande inquiétude face au creusement de la pauvreté et des inégalités territoriales en France. Elle compte 1 million supplémentaire de personnes vivant sous le seuil de pauvreté sur les 5 dernières années. En Bretagne, cela représente 350 000 personnes, soit près de 11% de la population. La Commission européenne s'alarme en particulier de la situation des jeunes et des enfants, puisque la France connaît à cet égard l'un des plus mauvais taux d'Europe. Or, les difficultés d'accès à un logement de qualité, à une alimentation de qualité, à l'eau et à l'électricité, aux activités sportives et culturelles ont un impact direct sur notre jeunesse et sur notre petite enfance, puisqu'elles obèrent gravement leur qualité de vie, leur scolarité, et elles entretiennent ainsi le cercle vicieux de reproduction de la pauvreté. Pour mémoire, la Commission a ouvert contre la France une procédure pour déficit excessif, mais elle a décidé de lui accorder un délai de 3 ans supplémentaires, soit 7 en tout, pour redresser la trajectoire de son budget à la condition d'engager des réformes et des investissements en faveur de la réduction de la pauvreté, en particulier infantile, en favorisant l'accès des ménages les plus défavorisés à l'éducation, en permettant un accueil de meilleure qualité de la petite enfance, en réduisant les barrières entravant l'accès des parents au marché de l'emploi, en développant les mesures de soutien à l'emploi et en améliorant l'environnement des entreprises. Je rajouterai que la France aura à travailler sur les moyens alloués aux services sociaux dans la prise en charge des enfants en situation de précarité, mais aussi sur l'ouverture des procédures d'adoption, tant ces deux questions sont aujourd'hui loin d'être satisfaisantes. Évidemment, la région prendra sa part dans l'effort demandé à la France aux côtés de l'État. Et la question sera également quelle sera la part de l'État dans l'effort demandé par la Commission. La région honore déjà ses engagements réglementaires et politiques puisque le rapport qui nous est présenté constitue littéralement un répertoire dense de l'arsenal déployé pour contribuer à l'éradication de la misère et de la précarité. Je dis bien contribuer et non éradiquer, car la région n'a pas les moyens d'agir seule et elle l'a bien compris. D'où l'intérêt de coupler ses moyens à ceux de ses partenaires habituels, l'État, les autres collectivités territoriales, les associations qui accompagnent quotidiennement les personnes en situation de vulnérabilité. La région mène des actions transversales mobilisant l'ensemble de ses compétences et relations. Le Césaire souligne d'ailleurs que la région Bretagne est la seule région française à avoir signé avec l'État une convention d'appui à la lutte contre la précarité. Afin de mieux apprécier l'effort de la région, nous aurions apprécié que ce rapport s'accompagne d'une mise en perspective des financements régionaux avec ceux des autres partenaires afin de valoriser le travail de chacun. Je vous invite à y réfléchir pour les années à venir. Je souhaiterais féliciter les services pour la qualité du travail de synthèse et de récollement des données chiffrées dans ce rapport de pas moins de 54 pages. Nous constatons que 4 axes de travail ont plus particulièrement concentré les efforts de la région, le renforcement des moyens de transport et de leur accessibilité par le plus grand nombre, notamment via le réseau Braesgo et sa tarification solidaire, l'emploi et la formation, avec un accent particulier sur la lutte contre le décrochage scolaire des jeunes, l'illettrisme des moins jeunes et le rapprochement des personnes en situation de précarité du marché de l'emploi. La lutte contre la précarité alimentaire et l'accès aux droits. Et sur ces 2 points, nous notons que la région aurait pu tomber dans le piège de la fourniture de subsides, mais a développé en réalité un grand nombre d'actions visant à fournir au public les moyens de s'auto-saisir de leurs propres capacités. Le rapport est copieux, il ratisse très largement les domaines d'intervention. Je ne vais pas critiquer ce catalogue important de mesures concrètes au cas par cas. Mais j'apporterai toutefois quelques tempéraments qui ne sont pas des critiques, mais plutôt des interrogations. Nous avons pu remarquer que certaines idées, parfaitement louables sur leurs principes et dont nous ne remettons pas en cause l'ambition, aboutissent malgré tout et en pratique à un résultat modeste. Exemple, 10 800 € pour financer l'acquisition de 6 vélos à assistance électrique qui a bénéficié en 2024 à 16 personnes. Les retombées, toutes positives qu'elles soient pour ces 16 personnes, sont-elles à la hauteur de l'investissement ?
Encore une fois, ce n'est pas une critique, la mesure procède d'une volonté louable et correspondait probablement à une demande, mais l'examen de ce rapport doit aussi permettre de faire l'analyse des actions pour savoir si le résultat a rencontré le besoin et si ces actions doivent être reconduites ou doivent évoluer. Nous avons également pu noter que la plupart des mesures déployées s'adressent au public jeune ou scolaires et aux familles monoparentales. Tant mieux parce que c'est précisément les catégories de public faisant l'inquiétude de la Commission européenne. Mais il existe une autre catégorie de personnes en situation d'exclusion sociale et de grande précarité dont on n'entend pas souvent parler ou alors toujours en négatif. Ce sont les personnes sous main de justice. Elles représentent presque 2200 personnes par an et leur passage en milieu carcéral, quelle que soit sa durée, aboutit systématiquement à une précarisation de longue durée, outre la précarisation indirecte de leur famille. Et on retombe alors sur les difficultés rencontrées par les enfants et le parent qui se retrouvent à la tête d'une cellule monoparentale. En Bretagne, la situation carcérale est plus tendue encore que sur le reste du territoire national, avec un taux d'occupation de 138% contre 114,8%. On sait que la plupart des sorties sont sèches pour n'avoir pas été préparées pendant la détention faute de moyens. Ces sorties sèches conduisent 70 à 85% des détenus sans emploi et sans formation à la récidive. L'attention aux personnes détenues fait l'objet de 10 petites lignes dans votre rapport de 54 pages. Et je trouve cela très dommage parce que cela donne l'impression que la région ne fait pas assez au profit de cette population. Je n'ignore pas que dans le cadre de sa compétence formation, la région ouvre un certain nombre de programmes aux détenus en centre pénitentiaire avec 530 places de formation annuelles. Mais il existe un autre axe sur lequel la région pourrait travailler, c'est l'emploi des personnes détenues. À cette heure d'austérité budgétaire où d'aucuns visent de plus en plus le coût des personnes détenues, je voudrais rappeler que peu est fait pour inciter les personnes détenues à travailler. Le marché de l'emploi carcéral accuse des listes d'attente de 2 ans en moyenne et échappe donc à la majorité des détenus. Le salaire minimal en centre pénitentiaire évolue de 2,38 € à 5,35 € de l'heure. Pourquoi, alors qu'il existe un salaire minimal interprofessionnel de croissance dû à tout travailleur français, la personne détenue devrait-elle fournir un travail dévalué de 40 à 60%? L'accès aux cabines téléphoniques en centre pénitentiaire est financièrement exorbitant, de 70 à 110 € pour 20 minutes d'appel quotidien. C'est tout à fait dissuasif pour des personnes en grande précarité financière. Une situation qui exclut, isole et précarise les personnes détenues, empêche leur préparation de la sortie par la recherche de logement et d'emploi. Elle pousse au délit d'introduction et de dissimulation de téléphones portables dans les cellules, accroît les violences contre les détenus les plus fragiles pour rendre ce service aux caïds qui continuent de faire prospérer leur business au sein des murs de détention. Autant de bonnes raisons qui devraient nous encourager à nous pencher sur la réinsertion de cette population isolée, précaire et exclue, ce qui irait dans le sens de la lutte contre la misère et la précarité. L'engagement numéro 53 de la région, qui consiste à renforcer son réseau de partenaires sur le champ des chantiers d'insertion, pourrait-il être étendu aux détenus en fin de peine ? Et l'engagement numéro 55 de la région pourrait-il être étendu aux centres pénitentiaires par le recours aux marchés réservés et aux clauses de considération sociale dans les marchés d'entreprise? Par exemple, la région pourrait-elle réfléchir à confier l'édition de ses publications, revues et autres supports à des imprimeries qui s'engageraient à monter des ateliers en centre pénitentiaire avec un salaire minimal aux travailleurs détenus? C'est juste une idée. C'est peut-être déjà le cas. Mais le rapport est particulièrement taiseux sur les actions de la région sur ce point. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame.